Ma famille a enterré ma grand-mère sans me le dire, et la raison est encore pire. J'ai appris par hasard, des semaines après, que Mémé était décédée et enterrée. Ma famille, tranquillement, on pensait que tu étais trop occupée. Occupée à quoi? À être exclue de la mort de ma propre grand-mère. L'horreur ne s'arrête pas là. C'est tombé comme ça, un matin banal de novembre, alors que je prenais mon café, avant de commencer ma journée. Un message de tante Martine, sur le groupe familial WhatsApp, celui qui ne vibre que pour les anniversaires et les blagues carambars. Petit cousin, un petit mot pour vous dire que l'enterrement de Mémé s'est très bien passé. Elle repose en paix maintenant. L'enterrement de Mémé. C'est très bien passé. Mon café s'est littéralement arrêté en travers de ma gorge. J'ai relu le message plusieurs fois, comme si l'ordre des mots allait changer, comme si j'avais mal interprété. Mais non. Les mots étaient là, cruels et définitifs. L'enterrement de Mémé avait déjà eu lieu. Mémé. Ma grand-mère paternelle. Celle qui sentait toujours la lavande et la vanille, qui me laissait manger de la confiture à la cuillère directement dans le pot, qui tricotait des pulls informes mais remplis d'amour, et qui avait toujours une blague un peu nulle à raconter, mais qui me faisait rire aux éclats quand j'étais petit. Mémé, c'était un phare dans ma vie, une présence constante et rassurante. Et Mémé était partie, et on l'avait enterrée. Sans moi? Un froid glacial m'a envahi, bien plus intense que le vent de novembre qui sifflait contre mes fenêtres. J'ai senti un vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. C'était impossible. C'était une blague de mauvais goût, une erreur, un cauchemar. N'importe quoi sauf la vérité. J'ai tapé frénétiquement sur mon téléphone pour appeler mon père. La sonnerie a retenti, interminable avant qu'il ne décroche avec sa voix monocorde habituelle. « Allô? Papa, c'est quoi ce message de tante Martine? L'enterrement de Mémé, c'est déjà passé? » Ma voix tremblait, hésitante, comme si prononcer les mots à voix haute allait les rendre encore plus réels, encore plus douloureux. Un silence. Un long, pénible silence, seulement brisé par le bruit de sa respiration au bout du fil. Ce silence qui en disait déjà long, qui confirmait l'impensable. Oui, c'est ça. C'était la semaine dernière. La semaine dernière? Et vous ne m'avez rien dit? Personne ne m'a prévenu. Ma voix montait d'un cran, l'incompréhension se mêlant à la colère. De nouveau, le silence. Puis un soupir là, comme si je le dérangeais avec mes questions idiotes. Écoute, on a pensé que tu étais occupée, tu sais, avec ton travail, tes trucs. On ne voulait pas te déranger pour ça. Ne pas me déranger? Papa, c'était l'enterrement de Mémé. Ta mère? Ma grand-mère. Comment vous avez pu penser que je serais trop occupée pour ça? Les mots se bousculaient. L'indignation me submergeait. Écoute, c'est comme ça, hein, c'est fait. Inutile d'en faire une montagne. Mémé aurait pas voulu ça. Sa voix était plate, détachée, comme s'il parlait de la météo, pas de la mort de sa propre mère et de mon exclusion totale de ce moment crucial. Inutile d'en faire une montagne? Vous avez enterré Mémé sans moi et tu me dis de ne pas en faire une montagne? Mais vous êtes sérieux là? J'avais l'impression de devenir fou, de parler à un mur. Bon, écoute, je dois y aller. J'ai des trucs à faire. On en reparlera plus tard si tu veux. Et il a raccroché, brutalement, me laissant seule avec mon café froid, mon téléphone muet et un vide immense qui venait de s'ouvrir en moi. Occupée. C'est ça leur excuse? J'étais trop occupée pour assister à l'enterrement de ma grand-mère? Occupée à quoi, exactement? À payer mes factures? À aller au travail tous les jours pour gagner ma vie, cette vie qu'il semblait si peu considérer? Occupée à être loin, à vivre ma propre existence, celle qu'il m'avait toujours encouragée à construire, à devenir indépendant, autonome, un homme, comme il disait. L'absurdité de la situation me vrillait le cerveau. Ils avaient pensé que j'étais trop occupée. Comme si ma vie se résumait à un agenda surchargé, dénué de toute émotion, de tout lien familial, de toute humanité. Comme si l'amour que je portais à Mémé était une variable négligeable, un détail insignifiant dans leur équation familiale dysfonctionnelle. J'ai reposé mon téléphone sur la table, les mains tremblantes. La colère montait en moi, sourde et violente, une colère froide, amère, dirigée contre cette famille qui, soudain, me semblait étrangère, lointaine, presque hostile. Comment avait-il pu faire ça?
Comment avait-il pu prendre une décision aussi monstrueuse, aussi impensable, sans même me consulter, sans même me prévenir? J'ai repensé à Mémé, à son sourire doux, ses yeux rieurs, ses mains ridées qui serraient les miennes avec tant de tendresse, à toutes ces après-midi passées dans sa cuisine à préparer des gâteaux, à ses histoires du temps jadis, à ses conseils précieux, à son amour inconditionnel. Mémé, c'était plus qu'une grand-mère. C'était une confidente, une amie, un refuge. Et je n'avais pas pu lui dire adieu. On m'avait volé ce dernier moment, ce dernier hommage, ce dernier lien. Les larmes ont commencé à monter, silencieuses d'abord, puis de plus en plus fortes, de plus en plus amères. J'ai pleuré, Mémé, bien sûr, mais j'ai pleuré aussi pour moi, pour cette injustice, pour cette blessure profonde que ma famille venait de m'infliger. J'ai pleuré l'illusion d'une famille unie, aimante, soudée, cette image que j'avais si longtemps chérie, malgré les fissures, malgré les non-dits, malgré les tensions sous-jacentes. Aujourd'hui, le vernis craquait, se brisait en mille morceaux, révélant la laideur brute, l'égoïsme froid, la cruauté mesquine qui se cachait derrière les sourires de façade. Après avoir laissé les larmes couler, après avoir épuisé ma réserve de mouchoirs en papier, la colère a repris le dessus. Une colère froide et déterminée qui me donnait une étrange lucidité. Il fallait comprendre, il fallait savoir. Pourquoi m'avait-il fait ça? Quelle était la vraie raison derrière cette excuse ridicule de « tu étais trop occupée ». J'ai décidé d'appeler tante Martine. Elle était toujours plus bavarde, plus humaine que mon père ou mes oncles et tantes. Peut-être qu'elle accepterait de me donner une explication, une bribe de vérité, autre que cette excuse grossière et insultante. Elle a décroché après quelques sonneries, sa voix enjouée, comme toujours. « Ah, mon neveu préféré, comment vas-tu? » « Tante Martine, je vais pas bien. Je viens d'apprendre pour l'enterrement de Mémé. Je comprends pas. Pourquoi personne ne m'a prévenu? » J'ai essayé de garder ma voix calme, de ne pas laisser transparaître toute la rage qui bouillonnait en moi. Un silence. Encore un. Décidément, le silence semblait être la spécialité familiale quand il s'agissait d'aborder les sujets qui fâchent. « Écoute chérie, c'est compliqué. » « Compliqué comment? » C'était l'enterrement de Mémé, tante Martine, pas une partie de bridge entre copines. La patience commençait à me manquer sérieusement. Elle a soupiré. « Bon, si tu veux vraiment savoir, c'est ton père et tes oncles, ils ont décidé entre eux. Ils ont dit que ce serait plus simple sans toi. Plus simple sans moi? Plus simple pour qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, plus simple sans moi? » J'étais à la limite de l'hystérie. « Écoute, tu sais comment sont ton père et tes frères? Ils ont toujours été un peu jaloux de ta relation avec Mémé. Elle t'adorait, c'est vrai. Peut-être qu'ils ont pensé que tu prendrais trop de place, que tu serais trop émotif. Tu sais, ils sont pas très à l'aise avec les émotions, tes oncles. » Sa voix baissait de plus en plus, comme si elle avait peur d'être entendue. « Jaloux? Jaloux de ma relation avec Mémé? Mais c'est ridicule. C'était ma grand-mère aussi, après tout. Et même si elle avait une préférence pour moi, qu'est-ce que ça peut leur faire? Elle est morte, tante Martine. Morte. On parle de l'enterrement de leur propre mère, là. Pas d'une compétition stupide pour savoir qui était le plus aimé. » La colère explosait, incontrôlable. « Je sais, c'est débile, je suis d'accord. Mais tu sais comment ils sont. Ils ont toujours été comme ça. Et puis il y a l'histoire de l'héritage aussi. » Elle a lâché ça d'une traite comme si elle regrettait déjà de l'avoir mentionné. L'héritage? Quel héritage? Mémé n'avait pas grand-chose, juste sa petite maison et quelques économies. J'étais perdue. Quel rapport avec l'héritage? Oui, mais la maison, ils se la disputent depuis des années, tu sais. Ton père et ton oncle Paul veulent la vendre, ton oncle Jacques voudrait la garder pour les vacances. C'est toujours le bazar dès qu'il s'agit d'argent dans cette famille. Sa voix était lasse, résignée. Et alors? Quel rapport avec mon exclusion de l'enterrement? Je ne comprenais toujours pas. Ils ont dit que ce serait plus simple de régler ça entre eux, sans complications. Sans que tu n'interviennes. Ils ont peur que tu ne sois pas d'accord avec leur plan de vente, que tu veuilles garder la maison, je sais pas. Tu sais comment ils sont, ils imaginent toujours le pire. Sa voix était presque inaudible maintenant. Le silence est revenu plus lourd, plus suffocant que jamais.
Cette fois, c'était moi qui ne trouvais plus les mots. J'étais sidérée, anéantie. La vérité était là, crue, laide, indécente. Il m'avait exclue de l'enterrement de Mémé pour une histoire d'héritage, pour une stupide querelle d'argent, pour une vieille maison qui valait à peine plus que le terrain sur lequel elle était construite. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère que je ressentais maintenant. C'était du dégoût. Un dégoût profond, viscéral, pour cette famille qui avait réduit la mort de Mémé à une simple transaction financière, qui avait piétiné mon deuil, mes souvenirs, mon amour, au nom d'un intérêt mesquin et sordide. Je comprends pas, tante Martine. Je comprends vraiment pas. Ma voix était brisée, à peine audible. Je sais, chérie, je sais. Moi non plus, je comprends pas. Je suis désolée, vraiment désolée. Sa voix était pleine de compassion, mais impuissante. Elle aussi était prisonnière de cette dynamique familiale toxique, de ces rancœurs séculaires, de cet égoïsme destructeur. J'ai raccroché, le cœur lourd, l'âme déchirée. La vérité était 1000 fois pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste une question d'emploi du temps surchargé, de pensées maladroites. C'était une décision délibérée, froide, calculée, motivée par la mesquinerie et l'appât du gain. Ils avaient choisi l'argent à la famille, les biens matériels aux liens du sang, la stupidité à la décence humaine. Ils avaient souillé la mémoire de Mémé, piétiné mon deuil, brisé quelque chose d'essentiel en moi. Ce jour-là, j'ai fait le deuil de Mémé, bien sûr. Mais j'ai aussi fait le deuil de ma famille. De l'image que j'avais d'elle, de l'amour que je croyais y trouver, de l'illusion d'un foyer chaleureux et protecteur. J'ai compris que cette famille-là, celle que je portais dans mon cœur depuis l'enfance, n'existait plus, si elle avait jamais existé. Il ne restait que des individus égoïstes, mesquins, avides, prêts à tout pour quelques billets de banque et une vieille maison en pierre. La colère, le dégoût, la tristesse. Toutes ces émotions m'ont submergée pendant des jours, des semaines. J'ai eu du mal à me concentrer sur mon travail, à dormir, à manger. J'étais hantée par l'image de Mémé dans sa tombe, seule, abandonnée par ses propres enfants, privée du dernier hommage de son petit-fils préféré. Et puis, petit à petit, la colère a commencé à s'estomper, laissant place à une autre émotion, plus douce, plus apaisante. La sérénité. Une étrange forme de sérénité, née de la lucidité, de l'acceptation. J'ai compris que je ne pouvais pas changer ma famille, que je ne pouvais pas les forcer à devenir des personnes aimantes, généreuses, respectueuses. Ils étaient ce qu'ils étaient, avec leurs failles, leurs défauts, leurs noirceurs. Et je devais l'accepter. Non pas cautionner leur comportement, mais accepter la réalité telle qu'elle était. J'ai réalisé aussi que je n'avais pas besoin d'eux pour faire mon deuil de Mémé. Que mon amour pour elle, mes souvenirs, mes émotions, m'appartenaient en propre, et que personne ne pouvait me les voler. Que je pouvais lui rendre hommage à ma manière, en me souvenant d'elle, en parlant d'elle, en perpétuant ses valeurs, sa gentillesse, sa joie de vivre. J'ai pris une décision radicale, mais nécessaire pour ma propre santé mentale, pour ma propre survie émotionnelle. J'ai décidé de prendre mes distances avec cette famille toxique. De couper les ponts, du moins pour un temps. De me protéger de leur négativité, de leur mesquinerie, de leur égoïsme. De me construire ma propre famille, une famille de cœur, faite d'amis, de personnes bienveillantes, de relations saines et enrichissantes. C'était pas facile, bien sûr. Il y a eu des moments de doute, de culpabilité, de tristesse. Mais à chaque fois, je pensais à Mémé, à son sourire, à sa force, à sa capacité à toujours voir le bon côté des choses. Et ça me donnait le courage de continuer, d'avancer, de construire ma propre vie, loin de l'ombre pesante de ma famille de sang. Aujourd'hui, des mois après l'enterrement secret de Mémé, je me sens en paix. J'ai fait mon deuil, à ma manière, en solitaire, mais sincèrement. J'ai pardonné à ma famille, non pas pour les absoudre de leurs fautes, mais pour me libérer de la rancœur, de la colère, du ressentiment. J'ai compris que le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait aux autres, mais un cadeau qu'on se fait à soi-même. Je sais que Mémé aurait voulu ça. Elle aurait voulu que je sois heureux, libre, épanoui. Elle aurait voulu que je me construise une vie pleine de sens, d'amour, de joie. Et c'est ce que je m'efforce de faire chaque jour, en gardant précieusement en moi le souvenir de son amour inconditionnel, de sa sagesse douce, de son sourire lumineux. Mémé est toujours là dans mon cœur,
et c'est ça, l'essentiel. Le reste n'est que poussière.